Bilan stratégique du front du 1er au 4 décembre 2025, jour 1376 à 1379 de l'opération militaire spéciale. Quand l'offensive russe devient une tempête opérationnelle, le Donbass au bord de la rupture. Entre le 1er et le 4 décembre 2025, le conflit russo-ukrainien franchit un seuil critique. Ce ne sont plus des escarmouches isolées ou des gains tactiques marginaux. La Russie déploie une offensive stratégique cohérente, synchronisée sur plus de 800 km de front, avec une concentration de puissance sans équivalent. Depuis le printemps 2022, en l'espace de 4 jours, Moscou a libéré 5 localités majeures, encerclé des garnisons entières, franchi des obstacles fluviaux clés et déstabilisé les arrières logistiques ukrainiens sur plusieurs axes simultanés. Pendant ce temps, l'Ukraine, malgré un soutien occidental croissant, peine à contenir la pression sur tous les fronts et ses lignes défensives dans le Donbass central, cœur stratégique du conflit, commencent à se fissurer de manière structurelle. Ce rapport synthétise, secteur par secteur, l'évolution détaillée du front, les objectifs tactiques et stratégiques en jeu et les implications à court et moyen terme de cette offensive historique. Restez jusqu'à la fin. 1. Le Donbass central, le cœur du champ de bataille. À Pokrovsk, Mirnograd, Grishino, l'effondrement du flanc sud. Le 2 décembre, la libération officielle de Pokrovsk marque un tournant. Cette ville, nœud ferroviaire et logistique majeur, était tenue par l'Ukraine depuis 2014. Son effondrement, reconnu même par les médias occidentaux, ne relève pas seulement du symbolisme. Il ouvre un corridor vers le nord-ouest, permettant aux forces russes de menacer Konstantinovka par le sud et de contourner les défenses de Chassov Yar. À Mirnograd, la garnison ukrainienne est complètement encerclée. 2-4 décembre. Les troupes russes resserrent l'étau dans les plantations au sud. 4 décembre, rendant toute évacuation impossible. À Grishino, après une percée dans la défense sud, 4 décembre, les Russes occupent désormais des positions au nord de l'étang Centralny, signe qu'ils contrôlent désormais la majeure partie de la localité. L'ennemi tient encore Rovne et Svetle, mais sans capacité de contre-attaquer. À Chakov et Sofivka, les Ukrainiens se contentent de défendre passivement, cédant l'initiative. Cette zone forme désormais un saillant russe profond qui pousse comme un coin entre les groupements ukrainiens de Zaporizhia et du Donbass Central, P. Konstantinovka, Chassov Yar, Verolyubovka, la route vers Kramatorsk. C'est ici que se joue la bataille la plus décisive de décembre 2025. Depuis Chassov Yar, les forces russes ont progressé de 1,5 km le long de la voie ferrée menant à Verolyubovka, 3 décembre. Cette avancée, menée sous couvert d'artillerie lourde et de drones, vise un objectif clair, couper la dernière ligne ferroviaire reliant Konstantinovka à Kramatorsk. Le 4 décembre, l'armée ukrainienne ne parvient toujours pas à stabiliser Verolyubovka. Les combats y sont féroces, mais les Russes étendent leur contrôle. Dans Konstantinovka même, les troupes russes progressent vers le nœud ferroviaire, cœur névralgique de la logistique ukrainienne. Elles contrôlent déjà 30% de la ville, 3 décembre, et nettoient systématiquement les bois à l'ouest de Pleshevka, sécurisant leur flanc nord. Le 4 décembre, une nouvelle poussée commence vers le village de Berestok, ouvrant un axe secondaire vers l'ouest. Implication stratégique. Si Verolyubovka tombe, Konstantinovka sera coupée de Kramatorsk. Et si Konstantinovka tombe, Kramatorsk devient une forteresse assiégée, sans renfort ni évacuation possible. C'est la clé de voûte de toute la défense ukrainienne dans le Donbass. C'est Severodonetsk, Seversk, Sviatopokrovsk, la percée nord. Le front nord du Donbass connaît une percée spectaculaire. Après la libération de Zvanovka, 2 décembre, les forces russes franchissent la rivière Bakhmutka, un obstacle naturel majeur, défendu par des positions fortifiées depuis des mois. Elles lancent immédiatement l'assaut de Sviatopokrovsk depuis le sud-est. Dès le 3 décembre, elles coupent les lignes logistiques et occupent de nouveaux quartiers. Le 4 décembre, la moitié du village est sous contrôle russe et l'offensive s'étend vers Reznikovka. Plus au nord, les troupes pénètrent dans les faubourgs nord d'Ozernoé et assaillent Dibrovka, menaçant directement Seversk, l'un des derniers bastions ukrainiens dans le nord du Donbass. À Severodonetsk même, des combats d'engagement font rage dans toute la partie est, signe que la ville, autrefois symbole de la résistance ukrainienne en 2022, est en train de basculer pour la deuxième fois.
mais cette fois définitivement. Cette avancée crée un deuxième axe de pression, complémentaire à celui de Konstantinovka, formant une tenaille géante, destinée à encercler l'ensemble du groupement ukrainien entre Seversk et Konstantinovka. 2. Le secteur de Gouliaïpol, Zaporijia, la ligne Gaïchur en danger. A. Libération en cascade, Zeleny Gaï, Dobropilia, Chervon. Entre le 2 et le 3 décembre, la Russie nettoie systématiquement une poche stratégique à l'est de Gouliaïpol. Zeleny Gaï, 2 décembre. Libéré, dernier point de résistance éliminé à Chervon, 3 décembre. Dobropilia, 2 décembre. Tombé, permettant aux Russes de se positionner face à Varvarovka. Le 4 décembre, les forces russes chassent l'ennemi de la partie nord de Varvarovka et s'apprêtent à lancer l'assaut complet. B. La bataille de la rivière Gaïchur. La rivière Gaïchur, qui traverse Gouliaïpol, est devenue la dernière ligne défensive ukrainienne dans le sud du Donbass. Kiev y a concentré d'importantes réserves, y compris transférées depuis le front de Zaporijia. 3-4 décembre. Malgré cela, les Russes frappent massivement Andriivka, Bratske Ostapovsket, Gerasimovka avec des FAB, bombes aériennes, à chute libre et de l'artillerie. Leur objectif, forcer le franchissement de la Gaïchur et encercler les défenseurs de Gouliaïpol par le nord et le sud. Si cette ligne cède, Orekov, Primorsk et même Zaporijia pourraient être menacés à moyen terme. C'est Zaporijia, brouillard, drones et guerre d'usure. Le 2 décembre, une avancée spectaculaire, sous couvert de brouillard, permet aux Russes d'encercler Stepnogorsk qui progresse vers Primorsk. Mais dès le 3 décembre, l'offensive ralentit, les destructions sont trop massives, et la densité de drones ukrainiens, parmi les plus élevés du front, rend toute progression extrêmement coûteuse. Les combats restent acharnés mais statiques à Novodanilovka et Malaya Tokmachka, où l'Ukraine a déployé des unités de forces spéciales. Ce secteur est désormais un champ de bataille de haute technologie, où la supériorité numérique ne suffit plus. Il faut de la précision, de la coordination et de la résilience. 3. Krasnoliman Kupiansk, fixeur pour déchirer. Au Krasnolimansk, vers la rivière Oskol, l'objectif russe est clair. Couper les lignes de ravitaillement ukrainiennes sur la rive et de la rivière Oskol. Combats acharnés à Drobichev et Yarova. 1er 4 décembre. Progression continue vers Korovyar. Point clé pour atteindre Oskol. Utilisation intensive de drones pour frapper la logistique à l'ouest de Krasny, Lyman. B. Kupiansk. Guerre de position dans les forêts. À Kupiansk, les Russes nettoient méthodiquement les quartiers sous leur contrôle. 4 décembre. Sur la rive est de l'Oskol, des combats positionnels se poursuivent, mais le progrès tactique le plus notable est l'avancée dans les bandes forestières. De Katyn, 4 décembre, une tactique furtive qui permet d'éviter les lignes de vue ukrainiennes. Ce front, bien que secondaire, joue un rôle crucial. Il fixe des dizaines de milliers de soldats ukrainiens, les empêchant d'être redéployés vers le Donbass central, là où la bataille se joue vraiment. 4. Kharkov, Volchansk, victoire au nord. Le 2 décembre, la libération de Volchansk, après 19 mois de combat, depuis mai 2024, est une victoire stratégique majeure. Elle sécurise le flanc nord de l'offensive russe. Elle prive l'Ukraine d'un point d'appui, logistique et d'observation, à moins de 10 km de la frontière russe. Le 4 décembre, le nettoyage de la ville est achevé et l'évacuation des civils organisée. À Vilcha, les Russes repoussent l'ennemi du centre 4 décembre. Et à Liman, des progrès de 700 mètres sont enregistrés sur certains axes 4 décembre, consolidant le contrôle russe sur cette région clé. 5. La guerre aérienne. Une escalade sans précédent. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1er décembre, 32 drones abattus. 2 décembre, 45 drones. 3 décembre, 103 drones en une nuit. 195 en 24 heures, record absolu. 4 décembre, 76 drones de nuit. Cible, raffinerie, base pétrolière, gisement gazier Holitsinske. Jamais l'Ukraine n'a lancé autant de drones en si peu de temps. Cette intensité révèle une stratégie de désespoir. Frapper l'arrière russe pour ralentir la production d'armes, perturber le moral civil et forcer Moscou à redéployer des défenses aériennes loin du front. Mais la Russie riposte avec une guerre de frappe de précision. Odessa, port de Bolrad et Beliari frappés, perturbation des exportations agricoles et militaires. Dnipropetrovsk, système énergétique, stockage souterrain de gaz touché. Krivoy Rog,
Siège du SBU détruit. Par missile 4 décembre. Cible hautement symbolique. Soumy et Kharkov. Infrastructures logistiques militaires visées quotidiennement. C'est une guerre d'infrastructure totale, où chaque frappe vise à paralyser la capacité de Kiev à produire, commander et résister. 6. Le soutien occidental. Trop peu, trop tard. Face à l'offensive russe, l'Occident réagit, mais avec retard et fragmentation. Allemagne, 200 millions pour armes via programme européen, plus 25 millions d'euros fonds OTAN, promesse de 1 milliard d'euros par mois en 2026. Irlande, 25 millions d'euros. Pologne, Allemagne, Norvège, achat conjoint de missiles Patriot pour 500 millions de dollars. Mais ces annonces ne se traduiront en matériel qu'en 2026, alors que le front évolue quotidiennement. L'Ukraine manque surtout de munitions d'artillerie, 150 Merim, drones de reconnaissance, Shahed Lancet Orion, réserves humaines entraînées, système de guerre électronique. Les missiles patriotes, bien que utiles pour la défense aérienne, ne remplacent pas les obus, les soldats ou les chars. Et surtout, ils ne peuvent pas reprendre Pokrovsk ou Verolyubovka. Conclusion globale. Décembre 2025, le mois du basculement. Les 4 premiers jours de décembre 2025 révèlent une Russie en pleine phase de rupture opérationnelle, combinant manœuvres, feu, technologie et logistique avec une maîtrise croissante. Villes libérées, Volchansk, Pokrovsk, Zeleny-Gaï, Dobropilia, Chervon. Obstacles franchis, rivière Bakhmutka, lignes défensives à Grichino, corridors ouverts vers Klinov, garnison encerclée, Mirnograd, poche de Chervon, bientôt Verolyubovka, un nœud logistique visé, gare de Konstantinovka, port d'Odessa, usines de drones et stockages de gaz. Pression aérienne maximale, 195 drones en 24 heures. Cibles critiques atteintes en profondeur. En face, l'Ukraine tient, mais se replie systématiquement, concentre ses dernières réserves et perd du terrain chaque jour. Le Donbass central, cœur de la résistance depuis 2022, est en train de se fracturer de manière structurelle. Scénario probable d'ici la fin décembre. Chute de Verolyubovka, isolement de Konstantinovka, prise de Sviatopokrovsk et Ozernoe, menace directe sur Siversk, encerclement de Mirnograd, libération totale du saillant de Pokrovsk, effondrement partiel de la ligne Aishur, percée vers Orekov. Si cette dynamique se maintient, Kramatorsk pourrait être encerclé d'ici janvier 2026, redéfinissant radicalement la géographie du conflit. Le 1370e jour de la guerre ne marque pas la fin du conflit, mais il pourrait bien marquer le début de sa phase finale, celle où les positions deviennent irréversibles et où la carte de l'Ukraine orientale se redessine pour des décennies. L'heure n'est plus à la résistance, mais à la survie. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer de l'évolution du conflit. Like si tu suis le front jour après jour. Commente 1379 si tu veux qu'on continue ce suivi quotidien.